Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Institut d'histoire de l'Amérique française de me donner l'occasion de présenter le résultat des recherches que j'ai effectuées dans le cadre de ma maîtrise en études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières sous la direction de Julien Prudhomme. En 1977, Robert Burns, ministre péquiste en charge du projet de loi 2 sur le financement des partis politiques, déclarait que les dons partisans des compagnies produisaient des gouvernements soumis au diktat de la minorité des plus riches, aux dépens des intérêts majoritaires des citoyens. En 2002, Paul Bégin, ministre péquiste en charge du projet de loi 80 sur le lobbyisme, veut, quant à lui, redonner toute sa noblesse à une profession parfaitement légitime. Entre ces deux lois péquistes sur le financement des partis politiques en 1977 et sur le lobbyisme en 2002, la manière d'appréhender la relation entre intérêt public et privé au Québec a donc beaucoup évolué. En effet, l'analyse des discours produits dans le cadre de ces débats parlementaires montre comment la question de l'indépendance des titulaires de charges publiques a été progressivement reformulée. Croisant la science politique, la sociologie et l'histoire parlementaire, j'ai exposé comment les acteurs des débats parlementaires ont été des agents actifs de cette reformulation du problème public, sans qu'ils n'aient pour autant eu pleinement conscience de cette évolution. L'étude en série de ces événements ponctuels et très contextualisés que sont les débats parlementaires permet de raconter une histoire en deux temps. Le débat autour de la loi de 1977, qui relance le problème politique du pouvoir de l'argent, puis entre 1997 et 2002, la reformulation en profondeur du problème en termes de lobbyisme. Après avoir présenté dans une première partie quelques éléments de définition, je ferai ressortir la reformulation de la question de l'indépendance des titulaires de charges publiques. D'abord formulée de manière éminemment politique, interrogeant l'influence de la société civile sur les élus, l'enjeu se transforme après 1990, sous l'influence du néolibéralisme, en un problème plus étroit d'éthique et de déontologie, alors que les métiers de l'influence se professionnalisent autour du personnage du lobbyiste. Lors de mes recherches, il m'est rapidement paru essentiel de définir les acteurs concernés par le problème de l'indépendance des titulaires de charges publiques. D'un côté, ce que l'on va d'abord nommer les corps intermédiaires, puis les groupes de pression, ont connu une forte évolution à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce que la sociologie a nommé la société civile émerge comme un acteur politique de premier plan. Parallèlement, l'État se transforme en un État-providence qui, intervenant dans des champs auparavant réservés à des groupes issus de cette société civile, provoque une intensification des relations avec cette dernière. Ainsi, Myriam Carteret-Smith souligne le rôle désormais central du mouvement social et des groupes d'intérêt comme vecteur d'expression de la société civile en dehors du processus électoral. Les formes d'organisation collective deviennent un moyen privilégié pour entrer en relation avec l'État et agir sur la politique. Des historiens tels que Michel Sarabournet se sont penchés sur ce phénomène au Québec. Il affirme que dès les années 50, on constate une décléricalisation des corps intermédiaires, patronaux et syndicaux notamment. Libérés de la tutelle corporatiste de l'Église, ils s'affrontent au nom de leurs propres intérêts. Ce faisant, au gré des rapports de force, ils tentent d'influencer un État dans l'intervention dans des secteurs auparavant réservés aux forces cléricales ou capitalistes, leur semble de plus en plus nécessaire. Il écrit « L'émergence de l'État-providence n'a pas laissé les groupes d'affaires indifférents. L'expérience des contacts, de plus en plus nécessaires et fréquents avec l'État, faisait en sorte qu'au milieu des années 50, ils en sont venus à compter la pression politique au nombre de leurs actions les plus importantes. Ainsi, on pourra désormais les qualifier de groupes de pression, c'est-à-dire de groupes d'intérêt qui cherchent à influencer les autorités publiques. Au tournant des années 70, les groupes patronaux vont chercher à se regrouper autour du Conseil du patronat, par exemple. Alors que face à eux, les syndicats s'organisent et se radicalisent, ils cherchent des moyens de conserver leur rôle de partenaire privilégié auprès d'un État québécois de plus en plus important. À partir des années 80, deux écoles de sociologie s'affrontent. Alors que le néolibéralisme et les phénomènes de globalisation et de mondialisation économique exercent un certain nombre de pressions sur l'État-providence, une école voit la puissance hégémonique des forces du capital comme un frein pour les autres organisations collectives qui composent la société civile, et l'autre voit les organisations capitalistes comme un moteur de vitalité et d'autonomie pour la société civile. Depuis les années 80, d'ailleurs, plusieurs chercheurs en sciences politiques ont commencé à s'intéresser aux liens entre l'État et la société civile, tels que Stéphanie Yates et Raymond Hudon au Québec.
Les recherches de ces politologues cherchent notamment à différencier le lobbyisme du patronage. Cette différenciation leur permet d'établir une norme politique dont se dégagent de bonnes et de mauvaises pratiques. Le patronage, une relation clientéliste visant à satisfaire les intérêts personnels de l'élu et de ses clients, doit être distingué du lobbyisme. Stéphanie Hess définit ce dernier comme l'action d'un acteur de la société civile, qu'on nommera le lobby, déposant une requête en fonction de ses intérêts à une autorité publique par l'intermédiaire d'un lobbyiste rémunéré. Le lobbyiste peut également tenir un rôle d'informateur ou d'expert, étant même alors parfois sollicité par la puissance publique elle-même. Dans une partie de la littérature, notamment en sciences politiques, il découle de ces définitions une légitimation des pratiques du lobbyisme. Légitimation que l'on retrouvera d'ailleurs en 2002 de manière quasi hégémonique dans le discours des acteurs du débat parlementaire. Au cours des années 60 et 70, le problème public de l'influence des intérêts privés organisés sur les titulaires de charges publiques a été formulé de manière éminemment politique. Au Québec, jusqu'à la fin des années 60, marquée par les pratiques des années duplessistes, les libéraux du gouvernement Lesage ont posé l'enjeu essentiellement en termes de lutte politique contre le patronage, la mise en place de la commission Salvas en étant l'exemple le plus parlant. Cependant, l'influence grandissante du monde des affaires sur les partis politiques pose de plus en plus de problèmes. En effet, les entreprises peuvent encore contribuer aux caisses électorales et leur rapport en capitaux continue de favoriser les partis qui leur sont traditionnellement plus favorables, tels que le Parti libéral du Québec. Dès lors, à partir des années 70, alors qu'éclatent plusieurs scandales politico-financiers, l'enjeu se déplace vers un autre front, tout aussi politique, celui de l'influence des forces financières sur les partis politiques. Alors que l'enjeu du financement des partis politiques par les entreprises court durant toutes les années 70, le Parti québécois veut, par la mise à l'agenda parlementaire du projet de loi 2 dès 1977, apporter une solution politique à ce problème public. Réforme majeure et essentielle pour le gouvernement Lévesque, le projet de loi 2 est le premier mandat formel confié à un ministre. Pourtant, son parcours parlementaire ne se fait pas sans embûches. Dans une véritable bataille mémorielle, péquistes et libéraux revendiquent l'héritage de la Révolution tranquille. Pour le PLQ, les réformes des gouvernements Lesage et Bourassa ont achevé la transformation du Québec en une démocratie moderne. Pour les péquistes, le projet de loi 2 est à la fois une étape de la réforme générale des mœurs politiques en cours depuis la fin du duplessisme, et auquel l'évêque a participé, et l'aboutissement d'un débat plus particulier sur la question du financement des partis politiques que l'élection de 1976 va enfin permettre de clore. Porté par Robert Burns, un poids lourd du Parti québécois, le projet de loi est présenté le 23 mars 1977. Faisant face à de fortes contestations, le gouvernement péquiste réécrit le texte. Le 27 juin, la nouvelle version est présentée. Elle est finalement adoptée le 26 août. Malgré l'opposition virulente des partis d'opposition sur la forme et sur le fond, les grandes lignes sont conservées. Le projet de loi interdit le financement par des personnes morales, interdit les contributions de plus de 3 000 $ par année, rend obligatoire la divulgation de l'identité des contributeurs et nomme un directeur général du financement des partis politiques. Le cadrage politique par les différents acteurs du débat se retrouve tant dans la manière de poser le problème que dans les critiques de l'opposition. De manière assez surprenante, malgré le parfum de scandale qui flottait sur le financement partisan, notamment du PLQ, la critique morale des mœurs politiques est peu présente dans les débats parlementaires. Au contraire, comme le résume très bien Burns en réponse aux oppositions qui lui demandent quel mal peut bien représenter le financement politique par les personnes morales, il répond « ce n'est pas une question de mal, c'est une question idéologique ». En effet, la majorité péquiste place l'organisation politique de la collectivité au centre de la problématique. Burns dénonce le privilège médiéval que représente l'accès privilégié des classes les plus riches aux titulaires de charges publiques. Il veut remettre l'intérêt majoritaire des citoyens au centre de la représentation politique. Les oppositions répondent également sur le plan politique. Elles renvoient à une conception libérale de la démocratie dans laquelle chacun, y compris une personne morale, est libre de s'associer, d'exprimer son opinion et de financer les partis politiques en fonction de ses intérêts individuels. Les solutions choisies pour répondre aux problèmes sont également politiques. La divulgation des sources de financement doit permettre aux citoyens de voter en toute connaissance de cause.
le contrôle et la limitation des contributions servent à encourager le financement populaire. Il ne s'agit donc pas d'améliorer les mœurs politiques sur le plan éthique, mais bien de changer un système de financement politiquement illégitime et de replacer le citoyen comme la seule source de légitimité politique sur laquelle est assise la démocratie représentative. Au cours des années 90, le problème a été reformulé en un enjeu plus étroit d'éthique et de déontologie autour de la question du lobbyisme. Alors que des crises économiques successives frappent le Québec depuis les années 80, les gouvernements libéraux et péquistes tentent d'y répondre par des politiques néolibérales dont un des aspects majeurs est le rapprochement entre les intérêts du privé et les politiques publiques. C'est dans ce contexte que la question des lobbyistes, véritable symbole de ce rapprochement, est mise à l'agenda et émerge comme un problème public dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Au Québec, en mai 1997, sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard, la Commission des finances publiques se donne un mandat d'initiative afin d'étudier l'activité du lobbying au Québec. Cependant, en juin 2000, après 3 ans de débats, les députés péquistes et libéraux décident de ne pas recommander l'écriture d'un projet de loi. Alors que la question semble avoir été enterrée, un événement fortuit va relancer le débat. En janvier 2002, plusieurs scandales éclatent sur les liens qu'entretient la garde rapprochée du premier ministre Landry avec des lobbyistes aux pratiques douteuses. Alors que les révélations s'enchaînent quotidiennement dans la presse, dès février, le gouvernement annonce qu'il va faire adopter, selon Landry, la loi la plus avancée au monde sur le lobbyisme. Le 16 avril, le projet de loi 80 est présenté devant l'Assemblée nationale. Paul Bégin en est le rapporteur. Il contient 4 mesures principales. L'enregistrement obligatoire des lobbyistes dans un registre public, la nomination d'un commissaire au lobbyisme, l'élaboration d'un code de déontologie du lobbyisme et l'interdiction pour les lobbyistes de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats ou à même les subventions obtenues. Malgré cette naissance marquée par les scandales, qui sont évidemment dénoncés avec vigueur par l'opposition libérale, le parcours parlementaire du projet de loi 80 est beaucoup plus apaisé et consensuel que celui du projet de loi 2, tant sur la forme que sur le fond. Bien que subissant des amendements majeurs sur le fond, les articles sont presque tous adoptés à l'unanimité. On introduit, par exemple, une disposition qui souligne la légitimité du lobbyisme dans le premier article du texte de loi. Les péquistes, les libéraux et les représentants des firmes de lobbyistes et du monde patronal qui interviennent en audience publique sont d'accord sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de limiter ou de remettre en question les pratiques de lobbyisme, mais simplement de les dévoiler afin de s'assurer du sain comportement des lobbyistes. Pour les acteurs du débat de 2002, le lobbyisme n'est pas un problème sur le plan politique. Bien au contraire, il facilite l'accès à un État de plus en plus lointain et complexe. Il en tire d'ailleurs toute sa légitimité. Le seul problème qu'il pose réside dans les pratiques immorales de certains individus. La transparence se suffit donc à elle-même. S'ils doivent agir aux yeux de tous, les lobbyistes agiront moralement. À l'opposé, les rares discours prenant en compte l'enjeu politique du lobbyisme sont marginalisés. Ces discours émanent en majorité d'acteurs dont l'influence politique est faible, sinon inexistante. On peut prendre pour exemple des particuliers tels que Bernard Viau ou Patrice Fortin ou l'universitaire Nicole Lacasse. Le péquiste André Pelletier, seul député à poser une véritable critique politique de la place du lobbyisme dans la démocratie québécoise, est totalement isolé et disparaît rapidement du débat. Pour l'immense majorité des acteurs, le seul problème politique résiderait dans un projet de loi qui viendrait restreindre l'utilisation du lobbyisme, si utile selon eux, au fonctionnement de l'État et de la démocratie québécoise. Le projet de loi 80 représente donc pour les acteurs du débat parlementaire de 2002 une reconnaissance légale du lobbyisme et se contente de définir les modalités d'exercice d'une activité en voie de professionnalisation. Comme nous venons de le voir, l'enjeu des relations entre les titulaires de charges publiques et les intérêts privés organisés, prenant forme à travers les problèmes spécifiques du financement partisan en 1977 puis du lobbyisme en 2002, s'est dépolitisé. J'émets l'hypothèse que l'imposition du paradigme néolibéral a une conséquence directe sur cette dépolitisation du débat parlementaire.
l'État semble perdre son emprise politique sur une société où les pouvoirs économiques décident au moins tout autant, si ce n'est davantage, de l'organisation de la cité. Sans qu'ils en aient réellement conscience, les acteurs politiques ont abandonné, du moins sur cette question particulière du lobbying, le pouvoir de modifier les relations politiques au sein de la société. Si les événements ponctuels et très contextualisés de la victoire péquiste de 1976 et l'éclatement des scandales autour du gouvernement Landry en 2002 ont servi de détonateur pour la mise à l'agenda des projets de loi 2 et 80, la nature des débats parlementaires qui s'en sont suivis, l'évolution des enjeux soulevés et la forme même de ces débats dépendent de processus historiques qui se sont construits à moyen et long terme. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.